Alors d'abord, je vais faire une petite introduction en vous parlant de cette recherche qui s'appelle D'une langue à l'autre. C'est une longue histoire pour nous. Je vois tous les gens qui ont participé dans la salle. C'est une recherche qui a commencé avec Marie-Rose il y a 15 ans maintenant, on peut dire. Et à l'époque, voilà, c'était un chantier complet à construire. Et c'est une recherche qui a démarré dans le contexte de la clinique d'Avicenne, où on venait tout juste, le centre du langage, à l'époque il s'appelait comme ça, venait d'ouvrir, c'était quelques années auparavant, et la question à la fois l'intérêt pour la question des langues maternelles des enfants de migrants était très forte dans l'équipe, dans la continuité de tous les travaux de la clinique transculturelle portée par Marie-Rose Moreau. Et puis s'ouvrait à nous un nouveau chantier de l'évaluation des enfants dans le contexte du bilinguisme. Et donc cette recherche est née autour de ces questions-là. Comment valoriser les langues maternelles, comment évaluer les enfants en proposant des évaluations justes, en quelque sorte, éthiques, et comment comprendre ces parcours langagiers. Et donc c'est une recherche qui a été longue à construire, qui a nécessité un financement. Et juste pour vous dire une petite vignette qui je trouve illustre bien la question des langues dans notre pays, dans la suite directe de ce qui vient d'être dit, c'était les aspects réglementaires. Et pour monter une recherche comme ça, pour rencontrer des familles et des enfants, pour leur pouvoir parler d'autres langues dans le cadre de la recherche et dans le cadre de l'école, eh bien, il fallait plusieurs validations de comités d'éthique que nous avons obtenues sans trop de difficultés du point de vue des comités d'éthique hospitaliers. En revanche, la CNIL a été très longue à nous répondre avec une sorte d'hésitation, un temps très long et en fait une difficulté à prendre position. Et donc le dossier finalement passait de main en main parce que je pense que les personnes qui étaient chargées d'étudier notre demande de validation par le comité, par la CNIL, donc c'était difficile. Et finalement, c'est une personne trilingue qui a eu le dossier en main au bout de 2 ans et qui finalement a accepté et a validé, en s'assurant que les choses étaient bien construites, mais en tout cas qui a validé la possibilité de mener cette recherche, et c'était donc la dernière étape avant qu'on puisse démarrer l'inclusion. Donc pour vous dire que ça a été un long chemin, même au niveau réglementaire, pour faire cette recherche, pour dire combien notre contexte actuel, et il l'était déjà à l'époque, et doit être tout le temps réexpliqué. Un contexte, alors le contexte de la clinique, je l'ai rappelé tout à l'heure, beaucoup d'enfants bilingues, plurilingues qui arrivent dans le cadre des évaluations à l'hôpital Avicenne, beaucoup d'enfants plurilingues dans notre bassin de vie, et des enfants qu'on rencontre en clinique, et puis un contexte où en France il existe une très forte hiérarchie des langues, et où finalement tous les bilinguismes ne seraient pas bons à prendre selon la valeur qui est attribuée aux différentes langues, avec comme ça une hiérarchie des langues qui est portée par la société, mais qui est aussi finit par être intériorisée et portée par les locuteurs eux-mêmes, ce qui a des conséquences très négatives. Donc une recherche qui avait l'objectif de construire, d'élaborer un outil pour évaluer les langues maternelles des enfants de migrants, et puis de s'intéresser à leur parcours langagier. Et ça, c'est Amaline qui va vous en parler. Donc, l'idée de proposer un outil qui vienne explorer comment, dans une famille, on transmet la langue et comment les enfants s'en saisissent, comment ils la parlent. Donc, on s'est vraiment intéressé à ce qui est transmis par la famille. Et donc cet outil, je vais vous le présenter, je vais vous montrer un peu je vais vous le présenter, je vais vous le décrire et vous dire comment on peut l'utiliser. Donc il s'appelle l'ELAL d'Avicenne. Alors c'est un nom, ELAL, on aime bien l'acronyme, alors c'est Évaluation langagière des allophones et primo-arrivants. C'est un nom un peu plus, un peu plus barbare, je dirais, mais en tout cas c'est
langues maternelles. Je crois que c'est vraiment cette notion de langue maternelle qu'il faut garder, parce que c'est ça qu'on veut valoriser. C'est un outil transculturel qui a été construit de façon translinguistique et transculturelle, et qui a été validé de manière transculturelle, et je vais y venir. Donc ça, c'était très important pour nous, l'idée que ce soit un outil qui soit utilisable pour un grand nombre de langues, un grand nombre de contextes. C'est un outil qualitatif et dynamique. Alors qualitatif, parce que ce qui va être vraiment très important dans ce que va pouvoir nous apporter cet outil, c'est comment on va analyser les productions d'un enfant, comment on va pouvoir les mettre en lien avec les éléments que nous apportent les parents. Et dynamique, c'est l'idée qu'une évaluation, comme toujours d'ailleurs dans l'évaluation, elle représente une sorte de photographie à un temps T qui ne dit rien de ce qui va se passer plus tard, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire que vraiment c'est une image et qu'on peut renouveler cette évaluation et qu'on peut comme ça voir comment se construit un bilinguisme et comment se construit le parcours langagier d'un enfant. Les choses évoluent et comme disait Agustinello, effectivement, il y a une grande variabilité dans la manière dont les langues se développent en fonction des circonstances, des besoins. Et selon qu'on a passé tout l'été dans le pays des parents, et bien, à la rentrée, les enfants vont être particulièrement à l'aise dans leur langue maternelle et puis à la fin de l'année, ce sera très différent. Donc il y a vraiment une dimension dynamique aussi dans la façon dont on peut utiliser l'outil, dont on peut le réitérer. Alors ça décrit une manière d'être bilingue. Au fond, c'est comment on construit ce... Alors, l'ELAL en lui-même ne peut pas répondre tout seul à cette question-là, mais en tout cas, il peut contribuer à partir de cette photo, de nous donner des éléments de comment la langue maternelle s'inscrit ou pas, comment le bilinguisme se construit. Et je dirais que décrire une manière d'être bilingue, c'est aussi en s'appuyant sur d'autres éléments, sur comment les choses se passent dans la famille, sur comment les choses se passent aussi par rapport à la langue française, en l'occurrence pour nous. C'est un outil qui a été construit de manière assez classique et qui comporte 3 dimensions que je vais détailler. Une dimension de compréhension, une dimension de production, alors compréhension de mots et d'énoncés, production de mots, et de production de récits, qui est une épreuve très difficile pour les enfants et qui est une épreuve très importante dans l'outil. Et puis, je le disais tout à l'heure, c'est une dimension qualitative. C'est un outil qui n'est pas normé. Parce que d'un point de vue théorique, il n'était pas possible de construire une norme de référence pour les langues des enfants de migrants. Comparer les enfants de migrants à des locuteurs monolingues en langue française ou dans leur langue maternelle, on revient toujours à dévaloriser leurs compétences. Il y a des propositions comme ça de normer des outils ou de normer des mesures en Angleterre, notamment sur des groupes relativement homogènes de locuteurs pour la langue anglaise. Mais ce qui en France n'est pas possible. En tout cas, on veut vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas de norme de référence. On ne compare pas les enfants à une norme de ce qui serait attendu pour la langue maternelle, parce qu'en migration, eh bien, les expériences bilingues sont extrêmement contrastées d'une famille à l'autre. Et l'exposition aux langues est extrêmement contrastée. Et donc, ça n'a pas de sens de comparer les enfants à une norme, sinon à dévaloriser leurs compétences. Alors je le disais tout à l'heure, quelles sont les modalités orales qui sont explorées? Eh bien, des modalités de phonologie, donc les sons, la production des sons et leur enchaînement dans les mots. Je vois Coralie Sanson qui valide ce que je dis. Le lexique actif et passif, avec différentes épreuves qui explorent le lexique. La morphosyntaxe qu'on va apprécier plus particulièrement dans le cadre de la production de récits. La compréhension à partir d'images
Et comme je disais, pas de normes. Donc vraiment l'idée qu'il faut se départir de cette question de la norme quand on utilise les LAL, même si c'est difficile quand on est habitué à utiliser des outils d'évaluation. Et bien cette fois-ci, il faut se dire qu'on peut comparer un enfant à lui-même au cours de son développement. Donc on peut avoir une perspective développementale de sa construction de la langue maternelle, mais pas par rapport à une norme. Alors à qui s'adresse cet outil? Eh bien, il s'adresse à tous les professionnels, et ça c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, à tous les professionnels formés bien sûr, mais c'est vraiment l'idée qu'un grand nombre de professionnels dans différents lieux d'exercice puissent utiliser cet outil selon selon ce qu'on fait, on va l'utiliser différemment et on va en tirer des choses différentes, mais c'est vraiment l'idée que tous les professionnels sont concernés par cet outil, tous les professionnels qui travaillent avec des enfants plurilingues. Donc orthophonistes, médecins, psychologues, pédiopsychiatres, enseignants, médecins pédiatres, médecins de PMI, tous les médecins, tous les professionnels, les enseignants, les orthos, peuvent utiliser cet outil pour peu qu'ils y soient formés. Et c'est vraiment l'idée d'évaluer des enfants entre 3 ans et demi et 10 ans, en sachant que la validation stricte de l'outil a été conduite pour des enfants entre 3 ans et demi et 6 ans et demi, mais que nous proposons des extensions à l'outil pour les enfants plus âgés. Et je vais y revenir un peu plus tard. Plus âgés, pour lesquels il y a des besoins particuliers. Alors, en quoi peut-il être utile? Eh bien, d'abord et avant tout, on l'a dit en préambule, mais c'est vraiment très important, c'est l'idée que le fait que cet outil existe dit que ses compétences en langue maternelle sont très importantes. Donc l'idée de l'outil, c'est vraiment de révéler les compétences. C'est vraiment dans cette perspective qu'il faut le lire, qu'il faut le comprendre. Et c'est vraiment, je dirais, le premier aspect très important de l'analyse. En deuxième lieu, c'est un outil d'aide au diagnostic dans la clinique des troubles du langage, chez les enfants bilingues. On sait que les enfants bilingues n'ont pas plus de troubles du langage que les enfants monolingues, ni plus ni moins du reste, mais ils en ont aussi. Et comment évaluer ces enfants avec des outils qui soient adaptés? La plupart des outils que nous utilisons, en particulier, donc en France, quand on évalue le langage d'un enfant, on l'évalue en français, et on utilise des outils qui ont été validés avec des enfants de langue maternelle française. Donc, déjà, dans la manière dont on valide les outils, on exclut les enfants bilingues de la validation, et donc on a tendance les résultats des enfants bilingues, du coup, ont tendance à être un peu dévalorisés par rapport à la norme qui est proposée dans ces outils. Avec les Lanavicène, on peut proposer des évaluations bilingues qui vont être très utiles parce qu'on va pouvoir à la fois évaluer et affiner la question diagnostique et aller vers d'autres hypothèses que des hypothèses de troubles du langage. C'est un outil de repérage, et c'est là que j'en viens, un outil de repérage de l'expression du risque transculturel qui repose sur... alors cette question du risque transculturel qui repose sur les travaux de Marie-Rose Moreau et sur la question de la vulnérabilité spécifique des enfants immigrants. Au fond, comment s'exprime le risque transculturel chez les enfants? Il peut s'exprimer à travers le langage, il peut s'exprimer d'autres façons, mais en tout cas, à travers le langage, il peut s'exprimer. Et l'ELA va nous permettre de voir comment l'enfant, à travers ce qu'il nous montre de ses langues, comment il passe d'un monde à l'autre et d'une langue à l'autre. Et donc ça va être un outil de repérage clinique très utile parce qu'il va permettre de proposer des dispositifs de soins adaptés qui vont permettre de faire avancer les choses pour cet enfant. Enfin, on peut vraiment l'utiliser comme un outil de prévention et un outil pour les plus jeunes. Quand en PMI, on rencontre des enfants et qu'on veut connaître le niveau de leur développement langagier, si l'enfant n'est pas encore francophone, on peut utiliser les LAL. Même si l'enfant est francophone, on peut utiliser les LAL pour voir un peu l'ensemble de son répertoire et d'accéder à l'ensemble de ses compétences qui vont se distribuer sur ces deux langues. Donc très tôt, et
dès 3 ans, 3 ans et demi, on peut utiliser l'ELAL. Et en plus, l'ELAL, c'est un formidable outil médiateur dans la discussion avec les familles pour parler des langues, pour parler des pratiques et pour entrer en relation et construire une alliance. Alors, je disais tout à l'heure que c'est un outil transculturel et on l'a voulu transculturel dans sa conception en ciblant finalement dans notre outil des concepts, des contenus finalement très répandus dans un grand nombre de langues. Donc c'est vraiment un outil translangue. On s'est vraiment attaché à évaluer des concepts qui sont à la fois très répandus dans un grand nombre de langues et qui sont précocement acquis. L'idée étant qu'on voulait un outil qui nous permette de savoir si la langue était transmise et si l'enfant était en train de la construire. Mais construire sa langue maternelle, c'est un long processus qui va jusqu'à la fin de l'adolescence et voire au-delà sur la question du lexique. Donc vraiment, essayer de voir ce qui se met en place tôt dans le langage, quelles que soient les langues, en tout cas dans un très très grand nombre de langues, et précocement acquis pour pouvoir évaluer des jeunes enfants. Donc on pourrait dire qu'on a ciblé des notions relativement universelles. Et du coup, la manière dont on a construit l'outil a fait qu'on peut l'utiliser dans un très grand nombre de langues. C'est un seul outil utilisable dans un très grand nombre de langues. Alors, comment on a validé? Donc, alors par exemple, pour vous donner quelques exemples de notions translinguistiques, transculturelles, la question des couleurs, la question de la localisation spatiale, la question du récit, qui a été beaucoup étudiée dans un très grand nombre de langues. Dans toutes les langues, dans toutes les cultures, on raconte des histoires, et une sorte de grammaire d'histoire qui est commune à toutes les langues, même si chaque langue va coder de manière précise et spécifique la manière dont les choses vont être organisées d'un point de vue structurel. Mais de façon macro-structurelle, eh bien, il y a une grammaire d'histoire qui est commune à tous les récits. Alors, comment on a validé cet outil? On l'a validé en France. Donc, nous sommes allés dans des écoles et nous avons rencontré des enfants en moyenne section et en grande section de maternelle, dans les écoles en Seine-Saint-Denis, à Paris, dans le sud de Paris, à Nanterre. Et nous avons rencontré des enfants locuteurs de 3 langues. On a choisi 3 langues parce que c'était un nombre minimum pour pouvoir ensuite dire qu'on avait une validation transculturelle. Donc on a choisi des langues qui sont très présentes dans notre bassin de vie, et donc ça avait du sens aussi pour nous de valider les langues dans ces 3 langues. Donc les 3 langues qu'on a retenues, c'est le tamoul, le sonenke et l'arabe. Voilà. Et donc on a fait 146 protocoles. D'autre part, nous sommes allés dans d'autres contextes culturels pour valider les langues, donc dans d'autres pays. Nous sommes allés au Sri Lanka, à Colombo. Nous sommes allés à Alger, nous sommes allés en Mauritanie, nous sommes allés au Maroc, à Oujda, nous sommes allés à Madagascar, nous sommes allés en Italie. Mais pour la validation stricte de l'outil, ce sont les passations qui ont été faites au Sri Lanka, au Maroc, en Algérie et en Mauritanie qui ont permis de compléter la validation. Alors, quels sont les concepts que nous avons ciblés? Je vous le disais, des concepts translinguistiques, la dénomination des couleurs, le dénombrement, la localisation spatiale, le lexique sur image et sur objet, et la production de récits. Ça, c'est pour les items de production. Pour ce qui est de la compréhension, eh bien, on a regardé la désignation des couleurs, la qualification d'état et de forme, c'est-à-dire la localisation spatiale, toujours, la compréhension d'énoncés et du lexique sur image. Donc là, je vais vous montrer quelques... Alors, voilà, celle-là, c'est les couleurs, mais quelques images pour que vous voyez un peu comment l'outil est construit. Ça, c'est le dénombrement. Alors, c'est Marcelin Yapo, qui est psychiatre et peintre, qui a réalisé les planches. On avait parlé tout à l'heure de Geneviève Serre, qui a fait le dessin illustrant notre outil. On a beaucoup d'artistes dans l'équipe. Ça, c'est la compréhension
compréhension de la qualification d'état ou de forme, petit, grand. Ça, c'est la localisation spatiale en compréhension. Voilà, la compréhension d'énoncés. Alors, si on peut revenir juste sur la diapo précédente pour vous dire ce qui s'est passé à Oujda quand on est allé au Maroc. Sur l'image, celle qui est le là, il y a une petite fille qui tient sa poupée, vous voyez? Et la phrase qu'il fallait comprendre, c'était « Montre-moi, la fille pleure ». Et beaucoup d'enfants de Oujda nous ont montré la poupée, la petite fille avec la poupée, et puis après, finalement, ils regardaient bien les images et ils se reprenaient et ils montraient la petite fille au-dessus qui pleure. Parce que là, c'est peut-être un peu flou, vous voyez pas très bien, mais on voit bien qu'elle pleure. Donc on voit que aussi dans la validation transculturelle, on a vu des choses qui nous ont étonnés ou auxquelles on ne s'attendait pas. Je ne vous ai pas mis l'image parce que je n'avais pas la place, mais il y avait aussi une autre planche où il y avait une petite fille qui avait un cornet de frites, qui mangeait les frites debout. Et en Mauritanie, eh bien, les enfants étaient embarrassés de désigner cette image. On leur demandait « Montre-moi, la fille mange ». Et en Mauritanie, c'était pas il y avait un conflit cognitif pour ces enfants parce qu'on ne mange pas debout. C'est pas approprié de manger debout. Donc, ils étaient embarrassés tout en ayant tout à fait bien compris la consigne. Et donc, on a modifié la planche pour tenir compte de cet élément-là. Donc, on a fait des petites variations pour vraiment tenir compte de ce qu'on avait pu observer dans la validation dans les autres pays. En particulier en s'appuyant sur le fait que les enfants étaient de très bons locuteurs de leur langue maternelle, évidemment. Et que donc là, on avait vraiment aussi un regard sur nos images, sur la dimension culturellement valide de nos images. C'était ça qu'on était allé chercher dans cette validation transculturelle. Donc ça, ce sont les récits. Et on a 3 planches de récits, avec une famille qui va à la pêche, des garçons qui jouent au foot, une dame qui oublie son sac. Et c'est là, finalement, après une histoire exemple, qu'on fait, on demande aux enfants de nous raconter l'histoire et on les soutient par des questions quand on a terminé. Voilà, ça c'est le lexique sur image. Alors, la passation à partir de 3 ans et demi, est-ce que j'ai encore on enregistre la passation parce que c'est très important de garder les productions des enfants sans les modifier dans la traduction immédiate. Ça, c'est vraiment à proscrire. Et donc, la particularité, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, vous vous en doutez, il faut un locuteur compétent, donc un interprète, pour faire passer l'outil. Alors, soit on est soi-même plurilingue et on peut le faire tout seul, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, on a besoin de la présence d'un interprète, et je sais qu'il y en a dans cette salle, qui nous aide beaucoup. Et c'est l'interprète qui va interagir seul pendant toute la passation, donc c'est très important qu'il soit bien formé. Alors, les questions de compréhension et de production, elles sont relativement simples à noter. Le récit, c'est la partie la plus difficile, et donc c'est important d'encourager l'enfant, de le relancer, mais sans lui apporter des réponses. De prendre en compte le récit spontané et puis ensuite le récit aidé qu'on va distinguer dans la manière dont on va le coder. Et vraiment le but dans cette question du récit, comme je le disais, c'est de prendre en compte à la fois les aspects macro-structurels d'un récit, de la grammaire d'histoire, au fond qu'est-ce qui est important, c'est-à-dire identifier les personnages, leur stabilité tout au long du récit, identifier une action principale, identifier les actions qui fondent l'évolution du récit, être capable de faire un dénouement, une chute, de mettre de la temporalité, d'ancrer les événements dans le temps, dans l'espace. Voilà. Et donc on va explorer tout ça avec notre codage de récit. Voilà, on va passer parce qu'on a. Donc comme je le disais, c'est vraiment important, la question de l'interprète est très importante parce que l'interprète il change vraiment de position par rapport à ce qu'on est habituellement, à ce qu'on lui demande habituellement. On lui demande habituellement de nous aider à mieux communiquer, à mieux se comprendre. Avec les LAL, il adopte une position d'expert de sa langue et de restitution au plus près des productions de l'enfant. Donc vraiment, l'idée de traduire simultanément est vraiment à éviter. Et alors,
je ne vais pas aller dans le détail du codage parce que ce serait trop long, mais en tout cas, quand on a fini de coder, alors je disais que c'est un outil qualitatif, mais on a quand même mis des scores qui sont un score qui vient valoriser des compétences, un score de compétences, il faut le voir comme ça. Il faut savoir que les enfants très à l'aise saturent à l'outil. Quand on est très à l'aise dans sa langue maternelle, eh bien on peut obtenir des scores très élevés et c'est tant mieux. C'est vraiment l'idée de venir valoriser des compétences. Les scores qui sont très élevés, qui sont aux extrêmes, qui sont très bas, sont facilement interprétables, finalement. Soit on est très à l'aise, soit on a quelques points de compétence. C'est des scores plus médians qui vont nécessiter vraiment une interprétation très qualitative des productions et de regarder comment ça se passe dans l'ensemble de la passation. Et les extensions, je disais, on en a prévu. On en a prévu dans plusieurs situations. Donc quand l'enfant est plus âgé que 6 ans et demi, en particulier à partir de 8 ans et demi, 9 ans, quand l'enfant est très à l'aise avant 6 ans et demi, on peut lui poser des questions supplémentaires. Au contraire, on vient valoriser encore plus ses compétences. Quand on est dans une recherche, dans une dimension d'évaluation diagnostique, on va aller un peu plus, on va affiner certaines choses. Quand il y a des difficultés à la narration, et les extensions, c'est notamment les aménagements, je dirais, c'est de proposer à l'enfant de raconter l'histoire sans que celui qui écoute l'histoire partage les images. On sait qu'à partir de 8 ans et demi, 9 ans, eh bien, un enfant va améliorer sa production de récit s'il ne partage pas les images avec celui qui les écoute. Il va faire mieux parce qu'il aura vraiment à cœur de transmettre un récit clair. Donc à partir de 8 ans et demi, on peut demander ça à un enfant, c'est-à-dire de ne pas voir les images, dire raconte-moi cette histoire où je ne vois pas les images, et on voit que la qualité du récit peut s'améliorer, sauf s'il y a des difficultés importantes du point de vue du langage ou du point de vue de la construction de la langue. Et puis alors, ça c'est vraiment, je dirais, un des intérêts de l'ELAL, dans le cadre d'un profil bilingue, c'est-à-dire quand on s'intéresse à toutes les langues de l'enfant, et en l'occurrence pour nous c'était la langue française, on peut construire une sorte de profil bilingue qui s'appuie sur l'évaluation des 2 langues et d'un entretien avec les parents qui vient explorer des pratiques. Alors, peut-être la scène d'après, ça va être plus... Voilà. On a construit 4 profils, parce qu'aussi on a à la fois à cœur de valoriser les langues, mais aussi on est dans une dimension clinique. Et donc, il y a le profil, je dirais, j'ai envie vraiment de mettre en avant aujourd'hui le profil d'harmonie des langues. C'est vraiment l'idée que c'est un profil où les enfants passent d'une langue à l'autre, indépendamment de la dominance d'une langue sur l'autre. On sait bien qu'évidemment, quand on vit dans un contexte où il y a une langue dominante, eh bien, les enfants sont souvent plus à l'aise dans cette langue. Mais c'est l'idée que l'enfant passe d'une langue à l'autre et peut utiliser ces 2 langues dans l'espace de l'école. C'est une langue qui s'est appropriée et avec laquelle il est sécure et qu'il peut utiliser avec des étrangers, des gens qu'il ne connaît pas dans le cadre de l'école. On a observé un nombre d'enfants alignant ces profils. Les autres, ce sont des profils qui témoignent de difficultés à investir les 2 langues. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'investissement. C'est vraiment une question d'investissement et de passage d'une langue à l'autre. Et puis le dernier profil, qui est un profil de vulnérabilité langagière, qui peut s'observer soit quand il y a une difficulté d'investissement, ou dans un cadre où il y a une harmonie des langues, mais des difficultés structurelles à construire le langage. Donc, je vais conclure du coup cette présentation pour vous dire que c'est le premier outil transculturel d'évaluation des langues maternelles, tel que, avec l'ensemble des sous-échelles, la façon dont on l'a pensé. C'est vraiment un outil qui permet de modifier les représentations des adultes, des professionnels, des parents et des enfants. Et ça, je pense que c'est fondamental et qui permet de nous aider à décrire comment les bilinguismes se construisent. On peut dire que c'est un Brazelton des langues, comme dit Marie-Rose. Voilà, c'est le Brazelton des langues. Et dernière diapo, en situation clinique, parce qu'il y a tous les professionnels aussi qui se posent des questions. L'aide au diagnostic dans les troubles du langage et l'expression de la vulnérabilité. Parfois, on pense que c'est un trouble du langage et c'est pas ça. C'est vraiment l'expression de la vulnérabilité transculturelle. Ça peut être une formidable médiation dans les prises en charge thérapeutiques et ça peut permettre aussi des dépistages, des repérages précoces en PMI. Voilà, je vous remercie pour votre attention.